Nous sommes sur l'île de Torcello, qui est une petite île au nord de Venise. Et probablement, c'est l'île où les premiers habitants vénitiens se sont installés au 5e, 6e siècle. Alors, cette cathédrale est probablement la première cathédrale qui a été construite sur la lagune de Venise. Et cette cathédrale est le premier témoignage des relations arméno-vénitiennes qui datent des années 600, plus exactement de l'année 639, comme nous indique une plaque qui se trouve à l'intérieur de cette cathédrale. Sur cette plaque est marqué que cette cathédrale a été construite sous le règne de l'ézarque Isaac. Isaac est un ézarque arménien donc, qui a été envoyé par Byzance en Italie pour la reconquête de l'Italie. La cathédrale que nous voyons aujourd'hui, dans sa forme actuelle, date du XIe, XIIe siècle, mais il a gardé son style oriental. Donc on voit sur ses fondations donc, les traces d'ailleurs de cette première cathédrale qui a été construite en 639. Nous rencontrons également une autre trace très ancienne de la présence arménienne à Venise. Ce sont les 4 chevaux qu'on trouve sur la façade de la basilique Saint-Marc. Ces 4 chevaux, selon la légende, ont été amenés par le roi arménien Tiridate Ier en 66, quand il est venu prêter allégeance à Néron. Et il aurait pris donc ces chevaux en Grèce pour amener en cadeau à Néron. Donc ces chevaux vont se trouver donc d'abord à Rome, disparaîtront ensuite pour se retrouver à Constantinople, seront ramenés en 1204 à Venise. Napoléon, lors de sa conquête de l'Italie, va les ramener à Paris. Et après la défaite de Waterloo, les chevaux seront rendus à Venise, mais reste aujourd'hui la trace une copie de ces 4 chevaux également sur la carrousel du Louvre en allant vers les Tuileries. La présence officielle des Arméniens à Venise date la première fois avec un document très important. C'est le premier traité du royaume de l'Arménie cilicienne avec la République de Venise, avec le Doge. Et c'est un traité commercial qui date de 1201. Dans cette époque, entre le XIIIe et surtout le XIVe siècle, le poids commercial de Venise s'accroîtra et deviendra plus en plus important. Dès le début, les Arméniens de Venise ont senti la nécessité d'avoir leur église, c'est-à-dire l'église arménienne. Même s'il y avait autre église, je pouvais prier, mais ils ont senti d'avoir leur église parce qu'ils sentaient que l'église pouvait transmettre leur spiritualité, mais surtout comme gardienne de leur identité, de leur culture et de leur langue. Il y avait un clergé qui s'occupait des nécessités spirituelles de
la communauté de Venise. À quelques minutes de la place Saint-Marc, on trouve la première maison des Arméniens avec leur église. Le premier document est celui de 1251 qui dit que les Arméniens habitant ici. Et ici, il y a aussi les réserves de leurs marchandises. C'était des commerçants d'étoffes, de soie, de textiles en général, des tapis. Le nom est resté à la rue et au passage, qu'on appelle encore le Sottoporteo degli Armeni et la rue la Calle degli Armeni. Le quartier arménien est situé vraiment à quelques encablures de la place Saint-Marc. Il suffit de passer sous la tour de l'horloge. Les commerçants arméniens étaient installés, selon la documentation que nous avons, sous les porte-drapeaux qui se trouvent juste devant la basilique Saint-Marc. Et ils vendent des tissus, des soieries qui viennent d'Orient et des épices également qui viennent d'Orient et d'Extrême-Orient. Comme lieu hautement symbolique d'une église orientale, les Arméniens se sentaient à leur maison dans la basilique de Saint-Marc. À gauche de la nef centrale, il y a une construction totalement hétérogène avec tout le reste de l'espace liturgique. Il est facile que les Arméniens ont reconnu là une forme si familiale qu'ils se sont comme appropriés ces petites chapelles et il était en effet commode de pouvoir célébrer même pour une petite communauté ou un prêtre seulement et quelques fidèles sur cet autel-là. Les commerçants, en bons chrétiens, donc, venaient prier dans la basilique Saint-Marc et ils ont également laissé énormément de traces sur les colonnes d'entrée de la basilique. Donc nous pouvons ici voir donc, un exemplaire, c'est une colonne extrêmement chargée donc, avec des écritures arméniennes, des croix arméniennes qui datent de l'époque, 1600-1700. Donc la plupart de ces écritures indiquent le nom de la personne, sa filiation, et son lieu de provenance, ils sont la plupart du temps de Nouvelle-Julfa. Ici, nous avons une très belle écriture de 1655 d'un certain Khachadou, petit-fils d'Ananoum, serviteur de Saint-Marc. Une chose très importante pour la présence des Arméniennes à Venise, c'est le début de l'imprimerie arménienne. Les premiers livres imprimés en langue arménienne est imprimé réellement à Venise en 1512. Et la raison est qu'à Venise, à quelle époque, était l'âge d'or de l'imprimerie mondiale. 140 imprimeries seulement concentrées dans la ville de Venise. La première, c'est Urbatagirk, ça signifie le livre du vendredi. C'est un livre mixte de prières et pratiques pour la maison. Mais depuis ces petits livres commence une tradition. Nous avons quelques exemples de textes de cette époque, du XVIIe siècle, spécialement. Dans ces livres imprimés, on retrouve les formes et l'impostation des livres manuscrits. Mais le chef d'œuvre de l'imprimerie vénitienne en langue arménienne, c'est ce grand lectionnaire pour la messe qui date de 1686.
Ici même, l'impostation esthétique est en grand avec les décorations en marge, les chefs titres en lettres décorées. Et c'est vraiment une édition de très belle qualité qui montre le haut niveau de la réalisation de l'imprimerie vénitienne. Venise rayonne non seulement par la dimension culturelle, mais c'est aussi un grand centre d'échange commercial qui attire de nombreux marchands, dont les Arméniens de la ville d'Ispahan. Ils avaient alors le monopole du marché de la soie pour la Perse. Nous nous trouvons ici au Palais des Doges, à Venise. Derrière moi, vous pouvez voir ce qu'on appelle l'escalier des géants. Au sommet de cet escalier, on trouve deux immenses statues, d'où le nom d'escalier des géants, réalisées aux alentours de 1560 par Jacopo Sansovino, un sculpteur très actif à Venise. Ces statues expriment la force, la puissance de la République de Venise au XVIe siècle. Neptune est le dieu de la mer et Mars, le dieu de la guerre. Il est donc évident que la valeur symbolique des deux sculptures représente d'un côté la puissance militaire et de l'autre la puissance commerciale, en particulier dans le domaine maritime. À chaque époque, sa grande ville. Au XIXe, c'était Paris, au XXe siècle, c'était New York, et au XVIe siècle, Venise était l'une des villes les plus importantes d'Europe, et donc du monde occidental. Il fallait être à Venise. Venise attirait alors des peuples variés venant d'Orient, mais aussi d'Europe, et tous trouvaient ici à Venise leur raison d'être, parce que Venise favorisait l'installation de communautés étrangères. On leur attribuait des édifices. C'est aussi le résultat de l'importance commerciale de Venise. Elle est ouverte au commerce avec diverses communautés. Cette toile se réfère à une période particulièrement intéressante, c'est-à-dire les rapports entre le roi de Perse, Abba I le Grand, et Venise. Nous voyons dans cette toile le doge Pasquale Cicogna, qui reçoit la visite de ses ambassadeurs du chat Abba le Grand, et il a reçu comme cadeau 5 tapis de grande valeur et qui étaient brodés très bien. Ils étaient tellement importants qu'on a utilisé 4 de ces tapis pour les chevaux de la basilique de Saint-Marc. Et le 5e était utilisé seulement par les doges lorsqu'ils devaient prier pour s'agenouiller d'une façon qui était propre à sa dignité. Dans l'Empire de Perse, la production des tapis était une chose typiquement arménienne. Les tapis des Arméniens ont toujours été les plus renommés. Tu vois dans la salle cette énorme toile qui parle de la bataille de Lepanto entre les musulmans et les chrétiens. Et je dois dire que la victoire a été due à un Arménien, car les armées turques et chrétiennes étaient presque égales. Mais nous avions de notre part l'Arménien Antonio Sourian. Antoine, qui venait de la Syrie, ça signifie. Il travaillait à l'arsenal. Il a contribué à la victoire en créant des plateformes, des plats roulants sur lesquels il avait monté ses canons. À l'époque, le canon pouvait tirer seulement un coup. Mais les canons d'Antoine tiraient 5 coups. Et donc, les Turcs ont été littéralement mitraillés par les canons d'Antoine. Et à partir du premier moment, la victoire a été pour les chrétiens. Antonio Sourian n'a pas été seulement le créateur de la victoire de Lepanto. Il a été très important à Venise aussi ensuite, au moment de la peste, car il a créé des crèmes,
qu'il avait deviné lui-même. Venise, qui était très sévère contre les médecins, lui a confié un entier quartier et il a sauvé beaucoup de vies. On l'appelait Antoine de Canon. Antoine de Canon avait l'espoir d'un petit prix de part de Venise, que son mérite fût reconnu. Au contraire, Venise n'a pas été tellement généreuse. Elle lui a donné seulement la dépense pour manger la vie entière. Et Antonio est resté très déçu de cette attitude. Mais les Vénitiens étaient des marchands et donc ils ont désiré couper la dépense. Il y a beaucoup d'autres familles qui sont vraiment emblématiques, c'est-à-dire, par exemple, la famille Chériman. Il venait justement de Nuova Giulfa. Il s'agit d'une famille que nous pourrions définir les Rothschild. Il y avait le patriarche, Dakar, et il y avait les fils qui étaient envoyés un peu partout dans le monde. Et ces 4 fils de Chériman sont arrivés à Venise. Ils ont commencé à commercer avec les tissus. Mais ensuite, un des 4 fils avait compris que le futur, c'était dans les diamants. Et en effet, ils ont ouvert une boutique sur le pont de Rialto et là, ils vendaient ces bijoux. Et ils sont devenus très riches. Ils ont donné à la République beaucoup d'argent, presque 2 millions de ducats d'or. Les Chériman étaient des propriétaires d'une énorme quantité de maisons. Sur le Grand Canal, il y a le palais qui aujourd'hui appartient à la région de Venise. Et une chose que peu de personnes connaissent, c'est le fait que le grand hôtel Danieli, autrefois, était un palais de Chériman qui a été vendu à un certain Danieli, qui en a fait ensuite un grand hôtel. Les Arméniens sont toujours très actifs et portés au travail. Ils sont un peu visionnaires aussi. Ils ont la capacité de penser au futur, tel que notre abbé Mercator, à l'île de Saint-Lazare aussi, lorsqu'il est arrivé, il n'y avait rien à faire dans cette petite île pauvre et vide. Lui, il avait le projet de cette grande communauté qui s'est réalisé. L'abbé Mekitar, fondateur de la communauté des moines arméniens catholiques, a dû fuir l'Empire ottoman. Il s'installe à Venise en 1715 sur l'île Saint-Lazare, une ancienne léproserie. Cet ordre religieux est consacré à la prière, mais aussi à la renaissance spirituelle et culturelle du peuple arménien. Mekitar, pour son témoignage comme un homme de foi et de culture, a été accueilli même de la communauté arménienne et même de Venise en général. Et quand il est venu à Saint-Lazare, il a transformé cette léproserie en un centre spirituel et culturel avec son travail et son témoignage de vie. Le but de Mekitar, c'était travailler pour la gloire de Dieu et pour le service du peuple arménien. Il l'a fait avec la spiritualité, avec la culture. Et le témoignage, ce sont ces livres, ces manuscrits que les pères ont cueillis, ont étudiés et ont publiés pour illuminer, pour transmettre ces valeurs humaines, chrétiennes et arméniennes aux fils du peuple arménien. L'abbé Mercator, dans sa vie, il publie 50
ouvrages. Les deux ouvrages les plus importants de toute sa production sont l'édition de la Bible, revue et contrôlée sur des éditions polyglottes. En 1733, il publie avec un très soin de qualité, avec des images, des gravures choisies, un papier sélectionné, l'encre aussi sélectionnée. Et depuis le deuxième ouvrage le plus important de l'abbé Mekhtar, c'est le grand dictionnaire de la langue arménienne. C'est le premier dictionnaire en langue arménienne, dictionnaire monumental et on peut dire philologique. Après la mort de Mekhtar, le père réussit à installer une imprimerie dans l'île et de ce moment-là, les livres de la congrégation seront imprimés dans l'île de Saint-Lazare, dans l'imprimerie Mekhtaris de l'île de Saint-Lazare. À la fin du XVIIe siècle, Grégoire Girac Mirman, un des plus riches membres de la communauté arménienne, a financé la reconstruction de l'église dans une forme plus monumentale. L'espace de la maison s'est réduit parce que les Arméniens étaient déjà répandus dans la ville et est resté pour l'habitation des Arméniens pauvres. Et au-dessus du niveau de rez-de-chaussée, où nous trouvons une espèce de gavite à la manière arménienne, où sont enterrés les Arméniens. Nous avons leur sépulcre et le sépulcre même du donateur Grégoire Girac Mirman, qui a financé la reconstruction. Les pères ont senti d'avoir un collège ici en Europe pour éduquer les jeunes Arméniens et les former avec les sciences à l'avant-garde, mais surtout transmettre la foi, la culture et l'identité et les sciences arméniennes aux jeunes, afin qu'ils, même eux, aient une importante mission entre les Arméniens. Le collège de Venise a été fondé en 1836, d'abord sur Canal Grande à Capezzaro. Mais ils ont senti la nécessité d'avoir un jardin pour la récréation des jeunes, alors ils ont transféré le collège dans le palais Zenobio. C'est un important palais de 1600 que les pères ont transformé à partir de 1850. Un collège important arménien ont été formés des personnages arméniens importants, et des intellectuels, des politiciens et des personnes, des médecins, etc., qui ont eu leur importance pour développer la culture et la vie sociale entre les Arméniens. Je suis entré au collège en 1955. J'ai étudié ici pendant 6 ans. Mon père fut aussi élève de ce collège en 1920 et il a reçu son diplôme en 1924. Les élèves venaient de nombreux pays. En dehors de l'Italie, beaucoup venaient de France, en particulier de Marseille. D'autres venaient d'Alep, d'Athènes, et un certain nombre venaient de Constantinople.
ou d'ailleurs dans le monde. Dans un certain sens, les élèves devenaient des frères. Ce fut un moyen de cimenter l'union de la diaspora. Il y avait une discipline sévère. Nous étudions beaucoup de matières. Nous apprenions 4 langues, l'italien, l'arménien, le français et l'anglais. Je garde en mémoire de bons souvenirs. On plaisantait beaucoup, on jouait beaucoup, surtout au ballon, au football, le sport préféré des jeunes garçons. Nous avons reçu une éducation religieuse et nationale, pas dans le sens du nationalisme d'aujourd'hui qui a pris un tournant xénophobe, mais dans le sens de patriotisme. C'est ainsi que s'est déroulée notre éducation. Ça m'a marqué. Et ça s'est même développé après avoir terminé mes études. Devenu adulte, je me suis toujours impliqué dans les affaires arméniennes, dans les limites de mes capacités et de mes possibilités. Et il en va de même pour mes anciens camarades du collège. Le collège a connu un déclin progressif jusqu'à la fermeture. Pour moi, ce fut douloureux. C'était ma maison. Ici se tenaient les principaux événements du collège arménien, en particulier les festivités de fin d'année, qui se déroulaient dans une atmosphère très festive. Toute personne qui le pouvait venait, comme les parents d'élèves, les familles, en particulier ceux dont les fils avaient obtenu leur diplôme. Malheureusement, le collège a été fermé en 1998. Je suis un des derniers élèves et surtout pour des raisons économiques même et pour la diminution des numéros des élèves. Ce collège a beaucoup donné. Il a énormément donné à la nation arménienne. Et si le temps l'avait permis, et bien entendu, en l'adaptant aux circonstances actuelles, au contexte et au rythme de vie actuel, le collège aurait pu encore beaucoup donner. Les nouvelles générations qui ne fréquentent pas d'école arménienne apprennent la langue seulement avec leurs parents ou en suivant des cours hebdomadaires. Mais ils ne peuvent pas approfondir la culture arménienne. Cela conduit à la mort progressive des communautés arméniennes. De la diaspora, bien entendu, pas en Arménie. Maintenant, le collège a besoin de la restauration et on est en train d'étudier différentes opportunités afin que ce bâtiment reprend sa mission importante pour l'éducation ou en général pour le service du peuple arménien. Vous pouvez aujourd'hui encore trouver dans la place Saint-Marc des boutiques de bijoux, de tissus. Il s'agit de familles qui se trouvent ici depuis plusieurs siècles. Après 300 ans de l'installation des Mekitaristes à Venise, la congrégation encore continue sa mission fidèle aux idéaux de Mekitar, de travailler toujours pour la gloire de Dieu, mais pour le service du peuple arménien, avec la mission spirituelle, culturelle, scientifique, éducative. On est ouvert pour accueillir les visiteurs, mais surtout les pèlerins arméniens qui viennent ici pour retrouver leurs racines, mais pour venir à pèlerinage dans le lieu où les pères ont travaillé et vécu pour leur peuple.
Salvator.